Salut les amis, je suis Rachid Tipi Trabelsi et je suis ravi de vous accueillir sur ce premier épisode du podcast Tipi and Friends. Le premier invité qui m'a fait l'immense honneur de participer à cette nouvelle aventure s'appelle Jean-Pierre Le Carpentier, alias JPL Drummer, JP. Un collègue batteur et surtout un musicien de talent très investi dans la scène underground que je côtoie depuis plusieurs années. Ce fut un échange très plaisant sur une durée d'une 50aine de minutes où nous avons parlé de musique, de métal bien sûr, de batterie et d'autres sujets tout aussi intéressants. Concernant la qualité ou non-qualité du son, sachez que cela fait partie de la philosophie du podcast, à savoir réaliser les interviews avec des moyens basiques, accessibles au grand nombre, dans un esprit do-it-yourself. Ni mes invités ni moi-même n'avons spécialement à notre portée un matériel pour une prise de son de qualité professionnelle. Du coup, nous allons faire avec les moyens de bord et cela restera ainsi. Notez que l'entretien a été réalisé entre Noël et le jour de l'an. Je suis plutôt satisfait de cette première, surtout que ce n'était pas gagné vu qu'au moment de l'enregistrement, je luttais encore avec les restes d'une bonne grippe, qui ne sont pas complètement partis d'ailleurs. Cela s'entend pas mal au niveau de ma voix et je m'excuse d'avance pour mon nez bouché et les petits bruits parasites. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et Instagram pour connaître le programme et les news liées à l'émission. Une cagnotte Tipeee est également disponible si vous souhaitez soutenir le podcast. Il me reste à vous souhaiter une agréable écoute. Déjà, merci beaucoup JP pour avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode du podcast. C'est une nouvelle aventure pour moi. Je me lance un peu en mode on tente. Il n'y a pas de honte à faire des trucs comme ça sans grosse ambition derrière. C'est juste se faire plaisir. Exactement, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et voilà, je tenais à ce que ce soit toi le premier invité parce que tu as toujours été régulier dans ta relation avec moi, toujours cool, toujours serviable. Tu m'as beaucoup aidé pour les premiers endorsements batterie et je pense qu'on a toujours eu une relation super saine et pour ça, moi, je te remercie pour toutes ces années. Et voilà, donc c'est toi le premier, tu vas servir de cobaye. Un énorme merci d'être le premier. C'est vrai que ça commence à se faire un paquet d'années qu'on se connaît, parce que je crois que ça doit faire depuis 2009 ou 2010 au moins. Ah ouais, facile. Carrément, dans ces eaux-là. Parce qu'après, moi, les endorsements, je les avais eu chez Velvet et Pro Orca en 2010, donc ouais, ça doit faire ça au moins. 2009 au moins, un minimum, je dirais. Ouais, on s'est connus sur le forum La Drummerie. Oui, il y avait La Drummerie avant, tous les anciens de la Drummerie qui sont restés dans le circuit, qu'on arrive à voir régulièrement autour de nous. Ouais, c'est vrai. Alors, ça fait un bout de temps que j'ai pas pu me connecter au forum, je sais pas pourquoi, ça a merdouillé. Alors, moi, entre les merdouilles de téléphone et de PC et de machin, ça arrivait à se connecter, puis après, ça se connectait plus. Enfin bon, donc j'avoue que j'ai un peu déserté malgré mon rôle de modérateur. Donc, je m'excuse platement s'ils entendent et s'ils écoutent ce podcast. Je ne les ai pas oubliés, mais c'est vrai que les forums, on a moins le réflexe par rapport à il y a 15 ans. Et oui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les utilisateurs, les internautes ne vont plus sur les forums. Ah, non. Ça devient un peu archaïque. C'est dommage parce que je trouve que les échanges étaient peut-être un peu plus intéressants. Oui. Bon, on avait déjà les trolls et compagnie, mais tout de même, ça restait intéressant. Oui, et puis on savait qu'il y avait des comptes qui étaient prévus pour du troll. Donc on le savait quand on voyait machin a répondu, on se dit oh là putain, qu'est-ce qu'il va nous avoir dit encore. Concert chouette, il m'a répondu. Là, c'est vrai que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on a l'avis de tout le monde et qui veut dire tout le monde veut dire n'importe qui aussi parfois, quoi. C'est ça. Alors c'est un peu paradoxal parce que soit on a l'avis de tout le monde et parfois c'est chiant parce qu'on se dit mais c'est qui ce mec, pourquoi il me répond. Et à l'inverse, il y a des moments là ces derniers temps, j'ai l'impression que par exemple Facebook au niveau de son algorithme montre les 8-10 mêmes personnes. Ce qui fait qu'il y a des moments, tu oublies que tu es en contact avec d'autres gens et il n'y a pas de partage, ce qui est un peu dommage effectivement. Donc là-dessus. Oui, on perd contact avec certaines personnes sans le vouloir finalement. Oui, on se dit elle est à portée de main, donc ça semble acquis et au final il y a des moments on se perd un peu de vue, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'on a été toujours assez régulier dans nos échanges, que ce soit les échanges de dates, les échanges de conseils, de musique, de tout ça. Enfin c'est cool. Je pense que c'est une amitié saine, on va dire. Exactement. Ça comme ça. Tout à fait. Bon allez, je vais commencer à te poser des questions quand même. Vas-y.
J'aimerais que tu te présentes un peu aux potentiels auditeurs de ce podcast. Alors, en fait, ma démarche, c'est aussi de donner la parole à des personnes qui ne sont pas forcément connues ou reconnues. Et avec mon modeste réseau, j'espère porter un peu plus de visibilité ou au moins faire savoir qu'il y a des activistes de l'underground, que ce soit des musiciens ou des passionnés ou des personnes actives au niveau d'organisation de concerts ou de webzines. Donc pour moi, c'est important de faire savoir qu'il y a des gens qui se bougent. Oui. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est tout bon pour moi. Donc voilà, j'aimerais bien que tu te présentes un peu, tu dises un peu ce que tu fais en général et puis voilà, et tout ce que tu juges qui serait opportun. Écoute, donc moi, Jean-Pierre, mais on me connaît plus souvent sous le nom de JP. 43 ans et toutes mes dents. Là, ce Noël-là, ça y est, j'ai attaqué ma 30e année de pratique de batterie. Je dirais que ça fait vraiment 25 ans que je suis assez actif au niveau de notre scène et vraiment depuis une vingtaine d'années. Je pense qu'un bon paquet de personnes me voient toujours passer par le biais d'une page ou d'un autre sur les réseaux, parce qu'on commence à avoir quand même pas mal de contacts en commun. Donc c'est assez rigolo d'avoir souvent des concerts où on se dit c'est JP, c'est toi, machin, tout ça et tout. Donc ça me met toujours un peu pas mal à l'aise, mais je me dis toujours mince, il y a vraiment des gens en fait qui me connaissent. On part en vacances dans le sud, on arrive à croiser des gens que j'ai jamais vus qui me disent mais c'est toi JP? Oui, c'est toujours assez rigolo. Donc ces dernières années, j'étais très très actif par le biais de mon groupe qui était Evolution Zero. On avait sorti 2 albums, donc c'était un groupe que j'ai quitté au bout de 11 ans. 2 albums, pas mal de jolies dates quand même. Des jolies rencontres aussi. En parallèle de ça, j'avais pas mal d'activités aussi de session drummer en fait, à droite à gauche, à pouvoir dépanner quand on a besoin ou quand je suis dispo ou si ça me botte. Enfin voilà, faut que ce soit aussi le cas. Mais donc de la session, dernièrement, depuis à peu près 1 an et demi, j'ai commencé aussi une activité un peu de coaching en termes de batterie. Étant autodidacte moi-même, c'est vrai que j'ai quand même pas mal potassé mon instrument. J'ai cherché pas mal de choses. La vie a fait que j'ai eu un grave accident qui m'a obligé à revoir aussi des façons de jouer. Et il y a des liens de cause à effet sur les placements, sur comment s'installer, sur comment prendre tel ou tel truc. Et c'est vrai que si on peut éviter à des jeunes batteurs ou à des personnes qui sont autodidactes aussi de se faire mal et de gagner du temps, en fait, voilà, comme je dis souvent, moi, j'essaie de vulgariser la théorie. Il y a plein de choses, effectivement, quand on commence à parler de solfège, d'écriture, de toutes ces choses-là, ou de rondes, de croches, les gens sortent des gros yeux et disent « Oh non, mais je comprends rien à ces trucs-là. » Et j'ai été le premier. T'as forcément dû l'entendre aussi. Mais je crois que oui, je suis passé par là aussi. Et voilà. Et c'est normal si tu n'as pas eu une éducation dans la musique savante ou ne serait-ce que des notions de comment on lit la musique. C'est pas quelque chose d'inné. Donc, non. C'est sûr que quand t'arrives du rock'n'roll, ça te parle pas. Toi, tu veux du concret, tu veux pas des hiéroglyphes. C'est ça. Donc, voilà. C'est vrai que d'essayer de trouver l'alphabétisation d'une nomenclature, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et surtout, il a fallu que moi je me mette dedans en 2012, quand j'ai commencé à faire de la session pour Asile Empire. C'était ma première expérience où je jouais avec un clic et des samples et tout ça. Et c'est vrai que j'avais jamais joué avec des clics avant. Donc, il a fallu que je me mette un peu le nez dedans, quoi. Et au final, on se rend compte que quand on comprend les types de subtilités, il y a des verrous qui sautent, c'est assez flagrant, quoi. Donc, et c'est vrai que là-dessus, j'ai souvent entendu dire ça. Alors, je sais pas si toi aussi tu as déjà entendu, mais les personnes, quand tu leur dis, tu fais de la batterie ou tu fais d'un instrument, ouais, mais je suis pas bon, je suis autodidacte, moi, tu sais. Ah oui. Alors, moi, je l'ai jamais pensé. Je l'ai jamais pensé, mais c'est vrai que tu rencontres souvent des musiciens, ils se sous-estiment parce que ils n'ont pas eu des cours ou ils n'ont pas été au conservatoire. Ou je pense que c'est en partie à cause d'une certaine élite dans la musique, une certaine mentalité, bonne ou mauvaise, mais en tout cas, on te fait comprendre que quand tu fais de la musique, tu as fait le conservatoire. Ouais, exactement. Où tu as pris des cours avec le plus grand prof du coin. Donc,
Et ça peut être vrai pour certains aspects, mais pour d'autres, il n'y a pas mieux que l'école de la route. Hein. Ah bah, moi, je connais des personnes qui ont pris des cours pendant 10 ans et qui sont incapables de te nommer un tom alto, un tom basse ou de pouvoir tenir leur baguette correctement. Exactement. Ce qui est quand même assez hallucinant. Et à côté de ça, tu as des personnes qui jouent complètement à l'instinct, qui jouent de façon complètement atypique et qui arrivent à te dégommer des mâchoires par paquet de 12. Quoi. Donc, c'est ça. Et j'ajouterais que, en fait, c'est là que tu vois que le talent est inné. Ouais, je pense. Mais je suis d'accord aussi qu'avec du travail, on peut arriver à des résultats extraordinaires. Plutôt que talent, tu vois, je dirais plutôt facilité. Oui. Je suis plutôt talent, d'accord. C'est assez. Parce que quand tu vas commencer à parler de talent, tu as des personnes qui vont dire ah bah ouais, mais d'accord, alors je suis nul parce que j'ai pas de talent. Et ça peut. Ce qui est dommage, non, c'est pas ça. C'est juste des facilités. Comme il y a des gens qui ont des facilités pour le sport, qui ont des facilités pour imiter, qui ont des facilités pour les langues étrangères ou pour la mécanique. Enfin voilà, il y a des gens qui ont plus de facilité sur ça. Après, par contre, comme tu l'as dit, c'est du travail. C'est vrai que là-dessus, moi, quand je vois des personnes qui me disent ah bah ouais, mais toi forcément t'es bon. Non, je suis pas bon. J'ai travaillé. Et puis ça fait 30 ans que je joue. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Par contre, voilà, ça fait 30 ans que je joue. Donc, forcément, il y a des choses que tu finis par décoincer. Exactement. Et puis quand tu bloques pendant des mois, des semaines, des années sur un truc et que tu arrives à casser ce petit verrou, comme on disait un petit peu avant, on arrive à rattraper à un moment un retard quand tu comprends la chose en fait. Et après, de savoir la réexpliquer, je trouve que ça, c'est hyper gratifiant. Enfin, moi, j'adore personnellement pouvoir expliquer ce que j'ai pu comprendre à quelqu'un avec mes mots et se rendre compte que lui, il le comprend aussi. Et je le vois à travers les personnes que j'aide et que je coach, notamment un petit jeune, là, Ricardo, qui a une vingtaine d'années. Il avait commencé à vouloir faire de la batterie il y a 2 ans. Alors lui, en plus, il est gaucher. Il a commencé à s'installer. Le prof lui a dit d'emblée « Ah non, mais moi, de toute façon, on apprend en droitier, on n'apprend pas en gaucher. » D'accord, super. Déjà, super. C'est magnifique. Bien. Et il s'était retrouvé bloqué sur plein de trucs. Alors, par contre, on a essayé de travailler sur l'installation, sur le corps, sur s'écouter, comment jouer, comment s'installer. Et il s'est, d'un coup, débloqué. Parce qu'en fait, je lui ai fait placer sa ride et son charlet à des endroits complètement incongrus, mais de façon à ce qu'il soit à l'aise. Et il s'était retrouvé. Tu l'as mis en décroisé, c'est ça ? Ouais. Alors en fait, je crois que j'avais vu la vidéo. Et effectivement. Il est capable de jouer en cours, en croisé sur son charlet à gauche, et la ride, du coup, donc avec la main gauche, complètement à gauche. Et dès qu'il joue, par exemple, sur un morceau d'ACDC, il se met en décroisé sur sa main droite sur le charlet, et la ride, il va la jouer avec la main gauche. Enfin, D'accord. Il a vraiment une façon de jouer, je pense, totalement ambidextre. Et c'est comme ça que je lui dis, parce qu'il me dit, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on doit jouer. Je me dis, on s'en fout. On s'en fout de ça. Personnellement, tu vois, si j'avais eu cette information lorsque j'ai commencé la batterie, j'aurais sûrement essayé d'apprendre à jouer complètement décroisé. Ouais. Parce que je pense que tu es capable ensuite de sortir des plans beaucoup plus originaux et développer un style beaucoup plus personnel. C'est ça. C'est surtout développer un style personnel. Après, tu as des personnes qui jouent en croisé. En fait, c'est pas si compliqué que ça d'apprendre en décroisé parce que bon, tu le sais depuis des années. Enfin, c'est souvent la vanne qui revient souvent sur ma page. Étant un batteur gaucher et je suis droitier dans la vraie vie, j'en suis venu à me dire mais on s'en fout de gaucher ou droitier. Enfin, on a 2 bras, on a 2 jambes. Ce que le bras gauche peut faire, pourquoi le bras droit pourrait pas le faire? Et d'avoir découvert Gino Glan avec Symbolique, moi ça m'a ouvert un champ de possibles inimaginable quoi. C'est pareil pour moi. Je me suis dit. Lorsque je l'ai écouté pour la première fois, je me suis dit soit ça a été enregistré avec une boîte à rythme, soit c'est 2 personnes qui jouent en même temps. Oui, c'est ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est quoi son plan ? Enfin, voilà, le plan de double ride sur Symbolique. Enfin, voilà, on est tous les deux de la même génération. J'ai toujours trouvé qu'on avait un jeu assez semblable, en plus, tous les deux, par nos influences. Très sur les cymbales, très sur les dynamiques, sur tout ça. Et ouais, je pense sincèrement qu'un mec comme Oglan, comme Sean Reinhardt, comme Peter Wildauer aussi. Enfin, voilà. Grosse influence. Je te propose de revenir sur les influences un peu plus tard. Ouais. J'aimerais que tu développes un peu plus au niveau de ton activité de coaching. Ouais. Comment ça se passe ? D'ailleurs, on mettra un lien sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. En fait, c'est. Te contacter. Donc, ça se passe comment ? Ça se passe. Alors, soit les personnes, comme je travaille beaucoup avec Mathieu du TSR Studio à Rouen, qui fait pas mal de vidéos.
et qui a une activité aussi donc de studio. Parfois, il se retrouve avec des musiciens qui n'ont pas de batteur ou qui cherchent. Ou voilà, donc il est là à dire bah voilà, moi je vais te proposer JP, donc on prend contact, on essaye de voir ce que la personne veut. Et puis les trois quarts du temps, ouais, je dirais même à 98% du temps, ça fonctionne. C'est même comme ça qu'il a réussi à mettre en contact avec les mecs de Projet 86, mais on en reparlera un petit peu après de ça. Ouais. Mais au final, en fait, voilà, c'est. Alors, je suis sur pas mal de pages de batteurs aussi sur les réseaux et à beaucoup discuter. Et souvent, voilà, on en revient au bout d'un moment dans la discussion du ouais, mais ça, je sais pas le faire. Ouais, mais ça, je saurais pas le faire. Ouais, mais ça, moi, je peux pas. Et voilà, on en vient à discuter. Et je dis, tu sais, moi, ça m'arrive de proposer du coaching si tu veux. Enfin, voilà, on se prend même parfois 1 heure en visio, même sans faire payer. Enfin, je m'en fous, tu sais, je fais pas ça pour la thune, moi, je fais vraiment ça pour la passion. Ah oui. Et voilà, on essaie de débloquer un truc. Et parfois, c'est juste un réglage de batte sur la pédale. C'est le fait de se dire, bah merde, en fait, effectivement, si ma pince à ma baguette, je serre plus au niveau de la première phalange plutôt qu'au niveau du bout de l'index, bah, ça change carrément tout. Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et c'est des points de travail sur lesquels je me suis dit, après mon accident en 2000, où je me suis dit, bon, comment je peux recommencer à jouer de la batterie malgré toute la casse que j'ai eue? Parce qu'au départ, j'ai voulu rejouer comme un bourrin. Et je me faisais mal, je me faisais des tennis elbow parce que j'avais les American Metal de chez Vickers à taper comme un oui. Enfin, voilà. Et non, ça, c'est toujours aussi le cliché batteur métal égale grosse baguette. Non, tu peux jouer avec du 7A, comme Hervé Coquerel. Exactement. Et voilà. Enfin, faut arrêter ce truc-là. Et quand je vois des mecs qui ont des physiques de crevettes anorexiques jouer avec des 5B ou des 2B, je me dis, mais tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Redescends un peu, prends du 5B. Ou, enfin, voilà. En fait, il faut revenir à l'ergonomie, quoi. Exactement. C'est ça. Jouer avec son instrument et pas contre son instrument. Et voilà. Mais ça, c'est aussi à s'intéresser à d'autres batteurs comme Johnny Rabb, comme Benny Greb, comme Joe Meyer, Thomas Lang. Des mecs qui vraiment aussi ont, comment dire, peaufiné la recherche de la mécanique du corps. Et de se dire, voilà, si je m'installe comme ça va me donner ça, donc je pourrais avoir ça. Et c'est flagrant. Quand tu vois un Joe Meyer qui, rien qu'avec sa pince et le point pivot, arrive à te faire dérouler sur un oreiller, sur des pizzas ou sur un journal. Ah oui, c'est un extraterrestre, tu peux te dire ça. Hein. Quand tu le vois la première fois, c'est incroyable. Complètement. Tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de vivre là? Et puis après, tu te dis, bon, attends, je vais essayer. Alors au début, c'est compliqué. Puis au bout d'un moment, tu te dis, mais non, en fait, c'est super simple. Quoi. Le point pivot, moi, j'ai revu complètement ma pince depuis, je sais pas, je dirais 5 ou 6 ans. J'ai plus de douleur d'après-concert, je peux frapper aussi fort, je fais toujours les mêmes grands gestes, je fais moins de casse aussi du coup sur les cymbales et les baguettes, mine de rien, parce que du coup il y a moins de crispation. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs là que je vais pas dire un peu en termes de gourou, mais en termes de vieux de la vieille maintenant, où je suis serein et de me dire ça, je sais que je peux t'aider, on va le faire et tu vas voir que ça va te permettre après d'y aller tranquille. Et c'est ce que je dis, on part pas sur des 1 an par exemple de coaching. Si la personne elle a besoin de cours, c'est pas des cours, c'est des sessions quoi. Voilà, c'est juste ce petit truc là où on se dit ah mais ouais, putain ouais, en fait c'est ça quoi. Je sais plus, t'es autodidacte ou t'avais pris des cours toi, Tipeee? Alors moi j'ai commencé, tu sais moi je suis algérien donc j'étais encore en Algérie à l'époque où j'ai commencé. Ouais. Donc moi j'ai eu ma première batterie, enfin je m'intéressais à la batterie depuis que j'avais 12-13 ans. Ok. Et j'ai pu avoir ma première vraie batterie que vers 19 ans. Okay. Après mon bac, en fait, avec des sous, je me suis acheté la première batterie. Comme je tapotais sur tout ce que je trouvais, donc j'avais un petit peu le sens du rythme. Et au bout de 6 mois, 1 an, j'ai vraiment commencé à stagner sur l'instrument. Et il n'y avait pas de prof de batterie, c'est pas accessible à l'époque. Donc, j'ai rencontré un autre batteur qui m'avait montré des rudiments, mais il y avait un peu de compétition. Donc, il n'a pas vraiment voulu tout me montrer. Ouais. Il m'a dit, oui, il faut que tu apprennes les rudiments. Je dis, mais c'est quoi les rudiments? Ah bah, si tu connais pas les rudiments, t'es pas un batteur. Ok, mais bon, et c'est quoi? Du coup, j'ai commencé à me renseigner. J'ai appris qu'il y avait, au niveau du Conservatoire national d'Alger, des cours de percussion. Donc solfège et 3 années de caisse claire. Donc là, là tu les apprends. Donc je me suis inscrit, mais j'avais déjà un groupe de métal.
Autant te dire qu'après 6 mois, j'ai appris à lire le solfège, j'ai appris les premiers rudiments. J'en ai eu un peu marre de la mentalité, on en parlait un peu plus tôt, la mentalité élitiste, où mon prof me disait non, tu peux pas faire de concert avant 4 ans de cours de caisse claire. Ah ouais. Non, ne me bloque pas comme ça. Et il me disait non, ne touche pas à ta batterie, fais que de la caisse claire. De toute façon, le reste, c'est moins important. Il faut que tu apprennes toutes les marches militaires pour accompagner un orchestre. Tu te dis, non, mais attends, on parle de quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer en groupe, faire du rock, du métal, peut-être apprendre un peu le jazz. En fait, c'est ça surtout. Je voulais apprendre des bases de jazz. Ouais. Et il me disait, non, le jazz, c'est pour ceux qui ont 6-7 ans d'expérience. Oh. Bon. Ça m'a un peu refroidi, ça, plus En fait, ils cherchaient vraiment des nouveaux profs pour le conservatoire. Je peux comprendre la démarche, mais ne bloque pas les gens comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, bon, quand j'ai découvert qu'il y avait des cassettes vidéo de méthodes, notamment la fameuse méthode Dave Weckl ou celle de Mike Portnoy, dès que quelqu'un arrivait à avoir une copie de ces méthodes-là, moi, je faisais ma propre copie. Et puis, au lieu d'aller au conservatoire, je reproduisais plutôt ce qu'il y avait sur les méthodes. Et c'était déjà beaucoup plus intéressant et ça m'a beaucoup aidé. Alors, je dis pas, le conservatoire, ça m'a donné envie de... Déjà, j'ai corrigé ma tenue de baguette. Depuis, j'ai toujours quasiment gardé la même. Alors, c'est French Grip, normalement. Ce que j'utilise, c'est avec les paumes vers le bas. Parce que le prof nous disait, quand tu joues de la percu, le mouvement de ton poignet, c'est du haut vers le bas. Donc, le mouvement naturel de ton poignet, c'est ça. Non, attends, le French, c'est vers le haut. Alors, c'est lequel? C'est German Grip. C'est German. Ok, German, ok. C'est jamais. Pareil. En fait, je m'en souviens en me disant, attends, French Grip, Flying Finger, où tu les vois à chaque fois avec le pouce vers le haut. Oui. Voilà, donc moi, quand j'ai commencé, naturellement, c'était plutôt French Grip, voilà. Et j'ai corrigé en German. Et en fait, je suis resté dessus, même si c'est vrai que parfois, quand tu joues de la ride, le French Grip marche mieux. Pour le swing, c'est mieux. Puis bon, quand tu commences à utiliser les doigts, c'est vrai que tu n'es plus obligé d'avoir les paumes qui sont dirigées vers le bas. Mais c'est ça. Là, c'est vraiment fait. De mélanger, parce que tu as même la troisième, tu as l'American Grip en fait. Oui, l'American, oui. Et c'est vrai que moi je vois, selon ce que je veux faire, comme tu disais, le jeu de la ride, je suis plutôt passé en French effectivement pour jouer sur ça, mais les 3/4 du temps, je suis plutôt en américaine en fait. Donc, mais moi, c'est venu de façon naturelle, c'est pas conscient de vouloir changer de position de main. Parce que j'ai tellement bossé pour reprendre, pour me mettre sur le German Grip à l'époque. C'était toute une histoire quand il a fallu essayer de rejouer. J'arrive pas à jouer en French Grip de manière volontaire, tu sais. Ouais, sur Casca, j'ai un peu de mal aussi, moi, j'avoue. Même pour les blasts, tout ça, c'est vraiment de l'impulsion poignet, un peu doigt. Mais c'est assez. Mais bon, après, encore une fois, comme je dis souvent dans mes vidéos, parce que c'est pareil, j'ai une page YouTube, c'est avec moi, la seule règle, c'est pas de règle en fait. Donc on peut très bien avoir une main qui peut jouer en French et l'autre qui joue en German ou en américaine. Enfin, oui, t'as qu'à voir Derek Roddy, au niveau des pieds, il n'a pas la même technique. Non, exactement. Pied droit et pied gauche. Tant que ça marche, ça marche. Même Goliath, il a un swivel qui est plus prononcé sur un des pieds par rapport à l'autre. Oui. Bon, là où lui disait, par contre, c'est vrai que le mouvement, il ne le contrôlait pas par rapport à Derek Roddy qui vraiment a bossé. Oui, il l'a cherché. Voilà, c'était un truc qu'il cherchait. Mais comme tu dis, c'est vrai que parfois c'est compliqué de casser ses habitudes et on se rend compte au final que c'était ces habitudes-là aussi qui pouvaient nous freiner parfois, quoi. Exactement. Bon, on va essayer de ne pas faire que de la discussion de batteurs, parce que on est là il y en a déjà qui se sont barrés. Si tu pouvais nous parler un peu de tes projets musicaux actuels, un petit peu dans quel groupe tu joues, quelles sont tes prochaines dates, est-ce que tu vas faire des disques? Alors, là, cette année, j'ai fini avec Projet 86. J'ai pas mal tourné avec eux cette année, effectivement. Donc, un groupe de punk un peu hardcore à la française. À la base, c'était un projet que les gars avaient fait eux deux, en fait, avec... ils ont eu pas mal de péripéties à essayer de trouver des batteurs. Donc,
ils en étaient arrivés à faire des programmations de batterie. Et justement, par le biais donc, de Mathieu du TSR Studio, qui a fait les mix et mastering des albums, parce qu'ils ont déjà fait 2 EP, 2 albums, un single, et je sais plus, 3 ou 4 clips au moins. Hein. Donc en un an, enfin, ils sont sortis en 1 an et demi. Ah bah écoute, déjà, tu vois que c'est des gens sérieux. Ouais, non, mais c'est des machines, hein, franchement. Super. Donc, du coup, est arrivé un moment où ils cherchaient des batteurs selon les endroits de la France où ils pouvaient jouer, parce que c'était un peu le but du jeu, et pour interpréter le Skull, du coup, qui était un peu le personnage, on va dire, un peu le Eddie de Maiden. Le Skull, c'est un peu la mascotte de Projet 86. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est bien passé. Cette année, j'ai dû faire, je sais plus, je crois que j'ai dû faire 15 dates avec eux. 13 ou 15 dates avec eux. C'est pas mal déjà. Ce qui est plutôt pas mal, ouais, effectivement. Et puis, on a joué un peu partout. Hein. On a joué à Lille, Bruxelles, Dunkerque, on a fait un Brest Arena, on a fait Orléans, Poitiers, Tours. Eux, ils ont fait Bordeaux et Caen aussi entre deux, sans moi. Enfin, mais voilà, c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool. Donc, je vais faire le 3e album avec eux. Donc, j'enregistre les batteries, si tout se passe bien, chez Flocos, donc d'Ultra Vomit au mois de mars. Ok. Donc, je vais avoir 2 jours pour faire les batteries. À côté de ça, effectivement, je suis sur un projet perso sur lequel je travaille, mais pour l'instant, je sais pas que je veux pas trop en parler, mais je commencerai vraiment à être actif et à en parler quand ça sera mixé, masterisé et sûr que ça sort. Voilà. D'accord, ok. J'ai appris en vieillissant qu'il n'y a rien de plus casse-pied que des personnes qui t'annoncent sur 12 mois qui vont faire un truc et tous les 4 jours ils font ça. Bon, c'est bien, au bout d'un moment, tu as envie de dire, je comprends que tu sois joyeux, que tu as un hâte, mais à un moment, nous dire que tu as fait ça ou que tu as fait ça, bon, oui, ok. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris. Voilà, c'est un truc que j'ai appris avec Evolo, effectivement. Ne pas forcément parler trop d'un truc tant que c'est pas à 97% finalisé. D'accord. Toujours des galères, il y a toujours des trucs, mais un projet va sortir l'année prochaine, effectivement, sur le 1er trimestre. Je serai certainement à un poste où les gens vont pas m'attendre, et c'est surtout ça qui est cool, en fait. Bon, je crois que ça va rejoindre une de mes questions. Ah. Et voilà, de toute façon, en gros, voilà, c'est ça les prochains projets. Hein. D'accord. Donc la question concerne ton intérêt pour le chant. J'ai juste. Bon, allez, Joker, si t'as pas envie de l'annoncer, il n'y a pas de souci. Hein. Oh, mais on peut en parler, disons. Mais je resterai flou vraiment sur les détails. Voilà. Ok, ça marche. On va lancer une petite bombe. On va dire qu'effectivement, sur le 1er trimestre, je sortirai quelque chose où je serai au chant. Voilà. Parfait. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, le chant. Ok. J'ai toujours été un peu un chanteur frustré. Et c'est vrai que lors de l'enregistrement de Origin of Deviant World d'Evolution Zero, où je me suis retrouvé à faire des voix, je me suis vraiment pris au jeu du truc, en fait. Quoi. Et les gens avaient l'air assez réceptifs. Alors au départ, c'est vrai que pas mal se foutaient un peu de ma gueule et en rigolaient quand ils me voyaient dans la bagnole en train de gueuler. Mais bon, je suis quelqu'un d'assez têtu, en fait. Hein. Je pense que tu commences à... T'as raison, et au moins en voiture, tu fais chier personne. Voilà. Donc, sauf la personne que je croise, à mon avis... qui doit se dire qu'est-ce qui lui arrive. C'est qui se taré en face là. Mais en fait, c'est un des nouveaux défis que je me suis trouvé là durant cette année 2022, parce qu'elle a été assez compliquée pour moi psychologiquement et moralement. Voilà, le fait d'avoir arrêté Evo, c'était pas forcément simple aussi, la ressortie du confinement, hein, je dois l'admettre, pour moi c'était assez compliqué. Donc je me suis retrouvé en fait un nouvel intérêt à me dire merde, si je bosse comme ça, j'arrive à sortir ça. Comme on parlait de la pratique de la batterie en fait. Quoi. Et quand je vois les premières vidéos où j'étais en bagnole, où effectivement c'était ridicule, hein, parce que voilà, on voyait plus une espèce de vieux con qui gueulait comme un putois. Là, je me rends compte au fur et à mesure que ça commence un peu à peaufiner. Et quand j'ai des retours de personnes qui sont des vrais chanteurs, hein, des mecs qui sont vraiment établis, qui ont vraiment un background de chanteur, qui me disent ça commence à être intéressant ce que tu sors là, tu commences à avoir une identité vocale propre à toi, ça me motive en fait. Par contre, c'est là où c'est traite, c'est que par rapport à la batterie, t'arrêtes 2-3 semaines, c'est un peu compliqué, mais ça revient vite. Le chant, t'arrêtes 1 semaine, 15 jours, c'est très compliqué de se remettre dedans. Ah ouais, ouais. J'aurais pas cru, tu vois. Ah, c'est hallucinant. En fait, faut jamais penser que tu maîtrises ta technique en vocal. La batterie, tu sais que tu maîtrises un blast, ça va te chauffer un peu les premières répètes, puis après ça revient. La double, pareil. C'est un petit peu plus long, mais ça revient vite.
la voix, on se rend compte que selon comment tu places ta mâchoire, selon comment tu places ta langue, selon comment tu prends ta respiration, que tu te tiens, ça change. Et il suffit que tu ne penses pas à ce truc-là à un moment ou à un autre, et tu ne ressors pas du tout la même chose. Ça remet justement complètement tout en question sur les acquis et les trucs que tu es en train de peaufiner, en fait. Ça, on apprend des choses. Ouais, en plus, toi, tu fais du chant en même temps dans Corrosive Element, quoi. Ah, oui, alors c'est surtout du backing en support. Dans Corrosive, c'est plutôt. C'est les mecs du quartier qui viennent gueuler. Ouais. Mais dans Conviction, il y a plus de challenge parce que on fait vraiment des harmonies à 4 voix. Et c'est pas quelque chose d'inné pour moi. Hein. C'est chaud. C'est chaud et on bosse. Hein. Chacun doit bosser ses parties. Et vraiment des lignes bien écrites. Donc ça, c'est plutôt le challenge qui me plaît sur cet aspect-là. Après, moi, je suis pas un chanteur. Moi non plus. Pas très très juste et tout. Je salue ton courage d'aller jusqu'au bout, hein, parce que perso, à part faire mes parties de backing en live et tout ce qui est en studio, faire des voix de manière éparse, à part ça, je me vois pas dire les gars, moi je vais chanter telle partie. Et en tout cas, pour l'instant, je me sens pas à l'aise de le faire. Alors moi c'est pareil, hein, je me sens peut-être pas forcément non plus à l'aise de devenir chanteur en full-time job, hein. Parce que c'est vrai que c'est pas pareil la façon dont tu es sur scène derrière ta batterie, ou quand tu connais ton espace, tu peux te permettre de te lâcher complètement et tu sais que tu gères, par rapport à quand tu es vraiment sur le devant de la scène avec un micro devant des gens. Et c'est vrai que quand tu n'as qu'un micro dans les mains, je me sens pas encore forcément prêt de me tenir un set complet, si tu veux, pour toute la voix. Donc ce projet là qui va sortir, c'est vraiment un peu une espèce de mini-test pour moi, de me dire, bon allez, est-ce que tu es capable, cap ou pas cap? Et voilà, donc on verra, hein, peut-être qu'il y aura aucun retour, peut-être qu'il y en aura, je sais pas, j'en sais pas. Au moins tu pourras te dire que tu l'as fait, et puis voilà. Au moins je pourrais dire aux personnes qui se foutent de ma gueule, d'accord, mais toi qu'est-ce que tu as fait? Je suis très très cool dans l'ensemble, hein. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez ouvert et d'assez communicant, mais j'avoue que je peux avoir mon caractère de con aussi quand on vient me titiller, et souvent des personnes qui viennent se foutre de ma gueule quand ça y est, encore il rigole comme un putain dans la bagnole. Ouais, bon, allez, tu l'as fait une fois, c'est cool. Bon, tu sais, c'est comme les vannes sur la taille ou sur le fait que je sois gaucher. Au bout d'un moment, faut recycler un peu, quoi. Bon, alors attends, je dois enlever une question. Qu'est-ce que ça fait d'être petit, gaucher Non, en fait, j'allais te dire, qu'est-ce que tu préfères, les blagues sur les petits ou les blagues sur les gauchers? Je dirais que les deux me passent au-dessus. Ok, bon. C'est un projet que je veux tester. Et voilà, une fois qu'il sera fait, on verra ce que ça donne. Mais il n'y a pas de carrière derrière de projet à 100%. La personne avec qui je le bosse le sait. On a des premiers bons retours qui sont assez encourageants, donc on est assez confiant quand même. Mais on verra quand ça sortira, quoi. Bon, ça c'est top. On va aborder le sujet du Dragfest. Ouais. Parce que je sais que tu étais très très investi. Oui. Et puis là, j'ai découvert que tu quittais un peu l'aventure. Donc, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux au moins parler du fest, de sa genèse et tout? Perso, ayant participé, j'ai trouvé que c'était une super initiative et j'ai adoré l'ambiance. Donc voilà, je me dis, en tout cas, on peut en profiter pour saluer l'équipe et présenter un peu le festival. Je suis parti sans heurts, hein. C'est juste qu'effectivement est arrivé le constat de me dire que cette année, le Dragfest m'a bouffé énormément de temps, parce que c'est hyper chronophage la programmation de dates et de tout ça. Et je me disais, si je me dégage pas assez de temps en 2023, j'aurai jamais le temps de me faire mon projet que je veux faire. Ouais. Donc là, quand on a fait le bilan avec toute l'équipe, on commençait à reparler déjà donc de la 3e édition, et j'ai préféré dire à France, écoute, là 2023, je veux me prendre du temps pour moi, parce que je pense que ça y est, c'est peut-être le fameux « ce soir c'est ton grand soir frérot ». Et je pense que c'est un peu, voilà, petit rêve à ceux qui la découvriront, celle-là. Ce soir c'est ton soir frérot. Mais je pense vraiment que 2023 est l'année sur laquelle je me focus vraiment d'un point de vue de batterie. Je commence un peu, si tu veux, à récolter tous les lauriers du boulot, si tu veux. D'accord. Où on commence à me demander des trucs, je vais pas dire apporter une crédibilité en tant que batteur, mais à me dire, tiens, toi, qu'est-ce que tu ferais comme ça? Ou tiens, on a besoin de ça, est-ce que tu pourrais pas?
Et j'ai envie vraiment de pouvoir me dire, allez, je me focus dessus, sans m'éparpiller, parce qu'effectivement, cette année, entre le DRAC, entre Projet 86, entre les prémices du projet, entre des cours aussi, arrive un moment, en fait, j'ai pas eu un seul moment pour me poser. Mais vraiment. Et on rajeunit pas, malheureusement. Et on rajeunit pas, malheureusement. Donc là-dessus, alors c'est bien, parce que d'un côté, on acquiert de la sagesse qui nous sert en expérience. Sur les autres projets, parce qu'on sait qu'on va pas partir bille en tête sur des trucs ou les machins que tu sens pas, tu peux te permettre de dire non. Moi, je suis désolé, mais non. Mais voilà, c'était vraiment par souci de gagner du temps. Et puis alors, France commençait à me dire, mais sinon on te trouvera une place où ça va te dégager du temps. Je dis, ouais, mais tu me connais, tu sais très bien qu'une fois que je vais commencer à faire le truc, je pourrais pas ne pas mettre le nez dedans. Et ça serait pas juste pour vous, parce que j'ai pas non plus envie que ça en vienne à un clash, parce qu'à un moment, quand tu es fatigué, il y a des moments où tu t'engueules et tu sors des choses que tu ne penses pas. Oui. Et la deuxième édition s'est bien passée. Elle s'est terminée sur des bons retours. Les groupes étaient contents. On avait testé effectivement sur 2 jours, ce qui était un énorme pari pour une deuxième édition. On s'est dit, bon, voilà, on a fini la première édition. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus débile ? On fait sur 2 jours. Ouais, allez, on fait sur 2 jours. Donc 2 fois plus de stress. Mais voilà, je préférais partir sur un bon bilan plutôt que de devoir partir en claquant une porte et m'embrouiller avec des gens qui sont comme une deuxième famille maintenant, parce que franchement, France, Lorraine, Christa, Guillaume, Dre, enfin toutes les personnes vraiment qui sont du bureau même, c'est vraiment une deuxième famille. Là-dessus, je ne pourrais pas dire le contraire. Donc c'est pour ça. Ils l'ont compris. Un peu déçu forcément, parce qu'effectivement... c'est normal, je pense. Voilà. Mais je préférais ne pas être disponible pendant 1 an et revenir en étant totalement dispo, plutôt que d'être dispo à 20% et mal faire un truc ou ne pas être dedans et au final me dire fais chier. Ouais, je comprends. Bon, allez, on va changer de sujet. Oh, si tu veux. On va parler de films d'horreur. Ah. Alors, comme je sais que tu es un grand fan de films d'horreur, ouais. Moi, je suis fan, mais je suis moins au fait des dernières sorties. Ouais. Donc, si tu as des bons titres de films à me conseiller, moi, je suis preneur. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement qui m'a paru pas mal ? Les 2 Terrifier. D'accord, connais pas. Le truc avec Art le clown, là, le mec en blanc avec un nez crochu. Alors au départ, j'avais vu les premiers trailers, je me dis oh putain, c'est du gore pour du gore. Et moi, j'aime bien les films d'horreur, mais j'aime pas quand c'est du dégueulasse pour du dégueulasse, quoi. D'accord. Donc les Serbian Movie, les Guinea Pig, je connais ces trucs-là, mais je me refuse de les voir parce que quand vraiment ça devient malsain et glauque, je vois pas d'intérêt. J'aime bien une horreur psychologique. J'adore un film comme Irréversible que je classerais dans l'horreur pour moi personnellement. Enfin de l'horreur et dramatique aussi. Mais les trucs vraiment dégueulasses pour du dégueulasse, j'aime pas. Donc j'étais un peu réticent et puis je me suis dit merde, bon, on va quand même essayer de voir quoi. Et il y a un côté un peu très cynique dans le clown. Il y a des mises à mort qui sont très dégueulasses, faut dire ce qui est quand même. Mais bon, ça passe. Voilà, c'est du gore un peu à façon comme pourrait faire du Branded, comme pourrait faire du Hatchet aussi, ce genre de film. Bon, là, ça me parle. Ouais, donc ces 2-là, tu peux aller les voir. Ils sont pas mal. J'ai bien envie d'aller voir Megan, là, qui sort au cinéma, là, ou qui est sorti, je crois, avant-hier. Parce que celui-ci a l'air pas mal. J'ai vu The Reef 2 qui est une grosse merde, faut dire ce qui est. Autant le premier était génial, mais alors les films de requins à chaque fois c'est toujours c'est ou du très très bon ou du super mauvais quoi. Ah bah ça, perso à part Les Dents de la Mer, moi je suis un vieux con là-dessus, mais j'en ai pas vu qui m'ait vraiment passionné autant. The Reef, le premier The Reef est très très bien. D'accord. Le premier est vraiment très bien parce que ça reste de l'histoire complètement crédible et très stressante, vraiment. Et c'est pas des attaques à la con avec des requins qui font 15 mètres et qui. Non, c'est vraiment du. C'est pas Sharknado, quoi. Voilà, c'est pas du Sharknado. J'avais bien aimé The Shallow, merde, comment il s'appelle, avec Blake Lively. Le truc où elle est sur une bouée, là, avec le requin tout autour, là, c'est. Non, je l'ai pas. Bref, il est sorti il y a quoi ? Il y a 3 ans, 4 ans. D'accord. Ça se laisse regarder, c'est pas mal. Comment il s'appelle celui-ci aussi ?
50 Meters Down aussi, un truc comme ça, avec 2 nageuses qui D'accord. partent au Mexique, faire de la plongée sous-marine dans des grands requins blancs. La cage, en fait, se casse et elles arrivent tout au fond, en fait, d'une espèce de crique, en fait, dans le noir, Ok. avec une limite d'oxygène qui, voilà, et entouré de requins. Et ça, c'est pareil, c'est super stressant parce qu'en fait, t'es dans le noir, t'as des brefs attaques assez. Voilà, donc c'est vraiment du psychologique. Celui-ci, c'est pas mal. Mais après, C'est ouais, non, c'est. intéressant ça. Ouais, Ouais. celui-ci, vraiment, ouais, c'est 52 ou 50 Meters Down. Je te retrouverai le titre et je te le ferai suivre. Franchement, Ça roule. ça se laisse regarder. Mais non, les grosses merdes, genre En eau trouble, alors ça, ils vont sortir du coup le 2. Quand je Ouais, vois le non. carnage par rapport au bouquin qui est sublime, ça me fait chier. Les Conjuring, j'ai bien aimé le premier, un peu moins le deuxième, Ouais. pas du tout le troisième. Ouais. C'était une bonne surprise. Ouais, James Wan, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mhm. Pareil, ce qu'il avait fait du coup avec les Sinister. Oui. Ouais, c'était bien. C'était bien ça. Ouais, c'est gros, hein, gros comme une maison, hein. Tu sais que tu vas sauter, Oui. mais ça marche. Ça a le charme aussi. C'est ça, là-dessus, voilà. Mais après, je suis un peu comme toi, hein. Tu disais tout à l'heure le vieux con, mais sur les films d'horreur, moi je reste sur les Exorcistes, les Dents de la Mer, Le Prince des Ténèbres, qui est un de mes films qui m'a le plus fait flipper quand j'étais gamin, ce film-là. Ah ouais, non, mais ce film-là, il est traumatisant quand t'as un gamin de 12 ans qui le mate, quoi. Ah oui. Ah, il est Ouais, génial. les massacres à la tronçonneuse. J'aime beaucoup le cinéma d'horreur français. Alexandre Aja, j'aime beaucoup. Pascal Logier, j'adore. Oui. Super. Enfin voilà, tu vois, c'est pareil, le cinéma d'horreur, je pourrais en parler aussi pendant des. Bon, allez, je vais pas non plus te monopoliser toute ta soirée. On va juste passer sur ton dernier coup de cœur musical. Ouais, sans surprise, Gaïrea. Ah, je m'y attendais. Bah ouais, non, je pense que je vous tanne suffisamment avec depuis 2 ans. Non, Gaïrea, en scène française, gros coup de cœur avec le dernier album d'Atlantis Chronicle aussi. Ok, Qui était très très bon. Céleste, que j'ai découvert cette année avec l'album Assassin. d'accord. Ça a été une grosse pêche dans la gueule aussi et que je trouve assez similaire en fait à cet univers de Gaïrea en fait, ce mélange un peu de black, post-black. Le Cult of Luna aussi a fait un putain d'album avec son dernier album qui est sorti là cette année. Kardashev aussi, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, et voilà, je vais le redire, mais je suis chroniqueur aussi chez Soul Chronicle. Donc, Voilà, ça c'est un truc que j'avais oublié d'aborder. Ben voilà, parfait. Et ben voilà, donc parce que voilà, c'est un des trucs aussi qui m'a pris pas mal de temps cet été en fait. Parce que j'aime bien écrire en fait, j'aime bien les mots, j'aime bien. Je trouve qu'on a une langue qui est magnifique, qui est aussi dure qu'elle est magnifique. Et c'est vrai que j'aime bien écrire, j'aime bien donner envie aux gens de découvrir des choses. Et je crois que le meilleur des compliments qu'on peut me faire quand je chronique un album, c'est bon, j'ai écouté, j'ai pas aimé, mais par contre, tu m'as donné envie d'aller l'écouter. Ah, ça c'est super quand ça arrive. Ça, c'est super parce que tu te dis, bon, au moins la personne a pris sur elle pour aller, suite à ma lecture, se dire, bon, allez, je vais essayer. Et pas se dire, j'ai pas écouté, mais c'est de la merde. Le sempiternel, voilà. Donc, c'est vrai que c'est des albums que j'ai chroniqués, que j'ai beaucoup aimés. Et je trouve qu'on a une scène française qui est absolument formidable. Depuis Ça c'est clair. 5 ou 10 ans. On n'a pas à rougir. Mais clairement pas. Ah non, clairement. Le fameux complexe du cornflakes dont parle M, il faut qu'on arrête avec ça. Franchement, on a une scène française qui est mortelle. Donc, et là, on le voit, que ce soit les poteaux de Death Await ou Dacaviel, excuse-moi, que ça soit effectivement les Fractal Universe, dans les vieux de la vieille, moi je suis désolé, les Corrosive Elements, les Misanthropes. Non, mais voilà, quoi, toute cette scène-là, on a une putain de scène death metal, ou même metal française, franchement. Oui. Et plus, elle est riche, hein, il y a tellement dans tous les styles, il y a tellement de pépites. Des fois, tu peux carrément ne plus chercher à écouter ce qu'il y a à l'étranger. Hein. Ah non, mais complètement. Tu peux te limiter à ce qu'il y a dans ton entourage proche, l'underground. Tu peux être autosuffisant là-dessus. Ce qui est suffisamment agréable en plus, c'est que des groupes arrivent à écrire en français et les gens aiment. On n'a plus mais ça chante en français, c'est de la merde, comme on avait il y a 20 ans, 25 ans avec Misanthrope, où les gens se foutaient de la gueule de Misanthrope. Ah oui, parce que c'était en français. Insupportable. Mais ouais, parce que les textes sont putain de bien écrits, quoi. Et là, on tombe sur des groupes qui, donc Céleste, par exemple, Nature Morte, Misanthrope, qui d'autres encore chantent en français aussi. Il y a Barabbas qui vient de sortir une tuerie, Doomstoner.
pareil, le chant en français, ça rebute certains, mais honnêtement, il faut les voir en live et tu vas comprendre. Ben, ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce nom-là, ouais. Barabbas, l'esprit du clan aussi. Enfin, voilà, quoi. Ces trucs-là, enfin, c'est des trucs vraiment qui défoncent, quoi. Donc, Bah oui, voilà, tu connais mon fameux hashtag nos régions ont du talent. Mais exactement. c'est vrai. Et moi, ça me fait plaisir quand je passe des soirées, effectivement, comme le Dragfest, où on enchaîne un Corrosive Element avec un Dreamcatcher, avec un Locura, avec un Inel, où c'est tous les poteaux, et je me dis, je suis fier de me dire, putain, voilà, les poteaux, ils défoncent, quoi. C'est ça qui est beau. Ouais, tout à fait. Alors, après, c'est vrai qu'on n'est pas tous dans ce truc-là. Toi, tu es de la même génération que moi, effectivement, à entraider, à soutenir tout ça. Bon, beaucoup maintenant Oui. de cette jeune génération aiment bien se soutenir soi-même. Malheureusement. Ouais, c'est dans l'air du temps, on va dire ça comme ça. C'est ça. Mais bon, j'ai pas envie qu'on passe encore pour des vieux cons, donc Non, mais je l'assume maintenant. on va rester un peu optimiste. C'est-à-dire que alors c'est bien d'avoir de l'ambition, hein. C'est bien de croire en son projet et c'est bien d'arriver avec un rider qui fait 4 pages en français, anglais, allemand et on te demande des trucs où tu as l'impression de dire mais merde, c'est Lars Ulrich en fait qui vient jouer, comment ça se passe? Je peux te garantir s'il a un rider comme ça et que ça assure pas derrière, il va m'entendre. Le problème c'est qu'il y a des moments voilà, bon, je me suis retrouvé à faire des concerts cette année. Alors, je dirais pas avec qui, parce que ça sert à rien. Voilà. Oui, on va pas heurter à jouer, à mettre ma batterie à disposition et d'avoir le mec qui se permet de dire ah ouais, mais non, mais moi je joue pas avec cette taille-là. Moi, il me faut tel tome. Faut que tu te démerdes pour m'en trouver un. Et là, dire non, mais attends, je viens avec ma batterie que je te mets à ta disposition. T'es mignon, mais je suis pas tomate non plus. C'est clair. Enfin voilà quoi. Donc ça derrière, comme tu dis, t'as intérêt de jouer costaud quand tu arrives et que tu vas être sérieux dans le truc quoi. Donc ouais. Bon, c'est comme ça. Veux. Ouais, c'est comme ça. Mais... Bon, maintenant je pense qu'on peut accepter d'être vieux con. Je veux dire, on a les poils blancs, on a voilà, c'est comme ça. On sait comment fonctionne notre scène, on sait comment fonctionne un concert, on sait comment fonctionne du studio, et c'est pas à nous. On va venir nous expliquer ouais, mais tu comprends, les triggers, c'est comme ça se règle. Ouais, mais moi, tu vois, je préfère jouer comme ça parce que si je fais sur les réseaux comme ça va faire tant de trucs. Non. Ouais, déjà, joue et après on va discuter, quoi. Voilà, joue de la musique et ne fais pas de la musique, déjà. C'est ça. Sois capable de refaire tes parties que tu as composées sur un ordinateur. Hein. Alors ça, c'est le mal du siècle. Et oui, mais voilà, quand j'ai des mecs qui viennent me dire ah bah ouais, mais toi tu joues, tu fais des roulés au pied, tu triches. Oui, bah moi mes parties de batterie, je les ai enregistrées quoi. C'est pas Superior Drummer. Bon allez, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as un message à passer ou déjà rien, tu fais ce que tu veux. Un énorme merci à toi. De rien, ça me fait plaisir. Et pour ton podcast que je souhaite sera le premier d'une longue série avec d'autres potes. Et, voilà, je pense qu'à mon avis, il y aura certainement le Bob, il y aura tous ces trucs-là. Chut, dis rien. Dis rien. C'est les cheveux, en fait, voilà. Ah oui. Mais donc, un merci à toi, un merci pour ce que tu fais, un merci pour ce que tu es aussi, parce que c'est important de le dire. Merci. Merci pour tous ceux qui se bougent le cul pour notre scène, pour ce qu'ils font, pour notre instrument aussi. Soyez simples, voilà, comme disait l'esprit du clan, justement. Hein, restons humbles, on n'est que de passage. Alors, c'est ça. C'est très important. Passez d'excellentes fêtes en espérant que 2023 soit beaucoup moins casse-couille que 2022. Il y a intérêt, hein, parce que. Il y a intérêt. Mais pour moi, tant que je ne m'en trouve pas avec des pingouins mutants sur mon capot le matin quand je ressors. Non, c'est con un pingouin le matin. Faut dire quand on s'en doute pas comme ça, mais c'est pas facile. J'ai l'impression que la Normandie a drifté drôlement vers le nord. Mais écoute, quand je vois que là on a eu quasi de la canicule du mois de mai à octobre, et que les gens dans le sud ont eu de la flotte, voire de la neige. Bon. C'est plutôt l'inverse, quoi. Non, mais clairement, hein, c'est vrai que c'est particulier. Alors, heureusement que d'un côté, on avait les confinements l'année dernière pour en profiter. Mais non, la Normandie, ouais. Là, ça fait 2 semaines qu'on a un temps de merde. On a du vent, on a de la tempête, on a de la flotte. Pareil que c'est les réminiscences des tempêtes aux États-Unis là qui tombent en France. Là. Je sais pas ce que ça donne par chez toi. Hier, il y avait du vent. C'était assez agité, mais bon, après.
Je dirais pas que c'était la tempête non plus. Ouais, c'est ça en fait, ça souffle, ça fait froid, mais bon, c'est pas, ça se Ouais. ouvre pas non plus des parasols, quoi. Donc voilà, aimez-vous les uns les autres, soyez cool, soyez humbles, écoutez, vive la pizza ananas, voilà. Ah non. Bon, bah tu sais quoi, je vais te censurer là. Direct. Vive les escargots à la bayonnaise, mais j'ai jamais dit ça. Voilà. Non mais plus sérieusement, voilà. Avec supplément ketchup. Avec supplément ketchup moutarde. Voilà. Donc voilà, je te souhaite d'excellentes fêtes, mon Tipeee. Moi aussi, ma poule. Et puis, je te dis à très bientôt, j'espère. Ça marche. Et puis, on se tient au jus. Ouais, à très bientôt, prenez soin de vous. Allez, à plus.